Et puis maintenant, on va vous parler de nos projets. Donc là, je vais laisser la parole à quelques-uns de mes colistiers. Nathalie, si tu veux bien commencer sur dépistage, prévention. Effectivement, comme Pascal l'a bien dit, la dernière mandature, on s'est battu, on a travaillé pour que le pharmacien soit reconnu par les autres professionnels de santé aussi en interprofessionnalité. Nos projets, ça a toujours été de vouloir montrer que le pharmacien est un partenaire, est un professionnel de santé essentiel dans le parcours de soins du patient. Les futurs projets, c'est aussi continuer cette optique-là, montrer que le pharmacien est une porte d'entrée importante et entre autres pour les dépistages. Tout ce qui est dépistage, bien sûr, colorectal, on est Mars bleu encore, et donc ça permet de voir qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, qu'en France, le message n'est pas forcément très bon vers les patients et qu'ils ont besoin d'un interlocuteur. Le pharmacien serait cet interlocuteur. Il y a déjà des expérimentations réalisées, mais on pourrait continuer à prouver que notre rôle est essentiel, primordial, pour pouvoir justement le mettre aussi, aider Gilles, aider nos institutions à ce que ça soit dans l'exercice conventionnel. Tout le repérage des cancers, cancer du sein, cancer de l'utérus, avec la vaccination, la prévention. La vaccination, on nous appelle de plus en plus à la réaliser. Et ce suivi de vaccination, je pense que c'est aussi important et la valoriser. Et on est l'interlocuteur souvent privilégié et le plus simple, le plus accessible pour nos patients. Donc ça fait partie de nos projets, d'essayer de trouver des expérimentations, seules ou en interpro bien sûr, pour montrer que aux autres professionnels aussi, que notre rôle est important, que nous pouvons travailler ensemble et que ça fait partie du futur du monde ambulatoire. Le pharmacien s'inscrit dans cet exercice coordonné. On parle de CPTS, de SP, mais comment on s'intègre là-dedans? Ces expérimentations vont nous permettre de montrer que non seulement on a un rôle essentiel, qu'on ne peut pas se passer de nous, et on l'espère, et on va le montrer, mais en plus qu'on travaille ensemble. Et qu'en travaillant ensemble, on améliore la santé de nos patients, on améliore le suivi, la connaissance, on améliore l'économie aussi de la santé en France, puisque si nos patients sont mieux soignés, tout coûtera moins cher, et il y aura moins d'urgences, il y aura moins d'hospitalisation. Donc tous ces dépistages en cardiovasculaire, en cancéro, sont hyper importants. Ça va permettre le lien ville-hôpital, ça va permettre de montrer que le monde ambulatoire peut communiquer aussi avec l'hôpital, afin de donner des informations. On a besoin, bien sûr que l'hôpital nous en donne, mais on a besoin d'en donner aussi. Et avec les dépistages et les outils, on vous parlera de la e-santé, on va sans doute pouvoir aussi améliorer notre travail en commun. On a des envies aussi de travailler sur des grands sujets qui regroupent l'USPO, comme le sevrage tabagique, des expérimentations qui vont pouvoir encore montrer que le pharmacien est un acteur de santé essentiel, qui peut apporter sa pierre à l'édifice, qu'il ne faut pas avoir peur de lui en tant que prescripteur parce que nous nous inscrivons dans le suivi de soins et pas forcément dans la prescription et uniquement au niveau d'un enjeu économique, mais on a une vraie vision de professionnel de santé. Donc voilà, nos projets se baseront là-dessus, des expérimentations qui montreront notre rôle essentiel, notre envie d'interprofessionnalité et notre vocation à être de vrais professionnels. Merci Nathalie. S'il y a des questions, Corinne, vous nous les présenterez en cours de présentation. Bien sûr, c'est plus agréable d'être réactif immédiatement quand la question est posée. Nicolas, peut-être sur télémédecine, télésoins, si tu veux bien. Ouais, alors donc c'est vrai que la digitalisation finalement prend de plus en plus de place dans tous les circuits de distribution et on voit que la pharmacie n'échappe pas à cette règle. Le développement finalement de tous les outils de télésanté, pour parler plus largement, alors télémédecine, télésoins, téléconsultation, téléexpertise, on a des mots un petit peu dans tous les sens. Pour être, on le voit bien aussi avec cette crise, le développement alors de toutes les téléconsultations. Je pense que ça va être un booster pour la suite. Alors pour être plus concret, c'est vrai que
on peut penser tout de suite aux problématiques d'accès aux médecins, mais c'est pas forcément consulter pour moi un médecin à l'autre bout de la France, au sein d'une CPTS élargie, un endroit où potentiellement une zone où il manque de médecins. On peut imaginer qu'une pharmacie puisse avoir un lien avec un médecin d'une MSP un petit peu plus loin et de faire une téléconsultation. Ensuite, pour être concret sur le télésoin, dans le télésoin, c'est vraiment le soin à distance. Alors, on peut se dire qu'est-ce que le pharmacien a à faire là-dedans. Alors, très concrètement, il y a un rapport, je crois, qui est sorti très récemment de la HAS, dans lequel on intervient et on est cité vraiment comme un des acteurs de ce télésoin. Je crois que c'est un rapport de février et qui a dû être publié en mars, là. Donc, on a vraiment quelque chose à jouer là dans le télésoin. On peut penser au suivi, parce que bon, réaliser un premier entretien de bilan de médication ou d'entretien, ça, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais un suivi avec un aidant sur des bilans de médication peut être imaginé ou être envisagé. Et plus concrètement, pour revenir sur la Bourgogne-Franche-Comté, il y a une expérimentation qui a été mise en place sur une seule pharmacie les années précédentes, et je pense qu'il pourrait être élargi ou étendu à d'autres. C'est sur la dermato, le télésoin en dermato, qui, moi, je trouve extrêmement intéressant dans nos pharmacies, de pouvoir permettre finalement aux patients d'avoir accès à un dermato, à un avis de dermato, soit pour un suivi classique, soit un avis un peu technique sur un grain de beauté, sur des choses comme ça. On voit qu'on a des retards dans les diagnostics de certains cancers, et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire dans les 5 ans à venir, de peut-être étendre. L'ARS a soutenu ce projet. Cette pharmacie a quand même réalisé près de 300 consultations sur une année. Donc on voit bien qu'il y a une réelle attente, et je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus dans les 5 ans. En tout cas, c'est ce volet dermato, je trouve extrêmement intéressant. Voilà. Merci Nicolas, il y a un gros travail à fournir là-dessus, j'en reparlerai un petit peu et quand je reprendrai la main. Émilie, si tu veux bien nous parler d'un projet qui est déjà un peu lancé et qu'on voudrait élargir à l'ensemble de la région. Je parle de l'apnée du sommeil. Émilie, s'il te plaît. Oui, bah en fait, ça se rapproche de tout ce que viennent de dire Nathalie et Nicolas. En fait, c'est vraiment du concret qui est en train de se monter, c'est à Besançon. Donc, en fait, c'est notre place à prendre, la place du pharmacien dans le dépistage de l'apnée du sommeil et la prise en charge. Parce qu'en fait, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui touche quand même 4% des hommes. Et du coup, les facteurs de risque, bah, c'est déjà être un homme, l'âge, plus de 50 ans, et le surpoids. Et en fait, qui encourt des risques quand même assez importants, l'hypertension, l'infarctus, voire même jusqu'à l'AVC. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, qui prend ça en charge? Il faut un polygraphe, il faut être dans un centre du sommeil, il faut être traité par la PPC. Donc, en fait, nous, dans nos villages, c'est compliqué. Mais en fait, l'expérimentation, c'est comme le sevrage tabagique, ça part au comptoir avec un questionnaire. Et en fait, du coup, ce qui est en train d'être mis en place, on veut que tous les pharmaciens puissent avoir, on veut partager l'expérience qui est en cours. Donc, en fait, le principe, c'est repérer le patient avec le questionnaire. Il y a juste 6 questions, donc c'est comme le test du tabac. Et en fait, après, qu'est-ce qui se passe? On a juste à se mettre après en relation en télésoin ou même pas forcément par le pharmacien. En fait, comment on va faire après pour poursuivre? Il faut installer un appareil. Il y a un appareil, on a l'habitude, nous, avec nos grossistes, nos prestataires, de faire transiter les appareils. Et du coup, on installe le polygraphe qui permet de dépister le trouble de l'apnée du sommeil. Et après, en fonction des résultats, on est en relation avec un médecin, on est en relation avec une équipe qui le prend en charge. Donc, c'est vraiment notre place vraiment au cœur de notre village ou de notre ville pour mettre en relation le patient avec son médecin et le soigner. Il a une tension qui est inexpliquée, en fait, on pourra trouver pourquoi. Ça se trouve, c'était ça, en fait, le problème. Et du coup, on économise du temps pour le patient, du transport, et au final, même
nous, notre rôle, il est vraiment mis en avant. Donc, on sécurise vraiment le parcours du patient et puis nous, on est valorisé pour notre place. Et puis, franchement, c'est quelque chose. Et le libre choix du patient, c'est important. Hein, on est nos patients, ils sont partis dans la nature avec les prestataires à droite à gauche. On n'est même pas au courant qu'ils souffrent et qu'ils sont soignés. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. Merci, Émilie. Et dernier projet, non pas que l'on a dans notre musette, mais dernier projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, si tu veux bien le faire, Damien, au sujet des pompes à insuline. Alors, les pompes à insuline. Le projet est né, entre autres, d'un constat dont Émilie vient de parler, c'est-à-dire que pour tout ce qui est matériel médical, le pharmacien, il n'existe plus. Encore plus quand c'est de la sortie hospitalière, et le plus souvent, parce que je ne vais pas les blâmer, parce que les médecins hospitaliers ne savent pas qu'on peut faire. La grande différence entre nous et les sociétés de matériel médical, c'est que nous, on ne peut pas aller dire à l'hôpital qu'on fait. Eux, ils peuvent et ils se gênent pas. Donc voilà. Donc l'idée est partie du fait de récupérer dans un premier temps le suivi des pompes à insuline. Non, c'est bon. Voilà, des pompes à insuline en officine. Donc Timkel est une société de matériel médical, hein, comme les autres. On va pas, il change rien. Sauf que le circuit des produits passe par la pharmacie. C'est-à-dire que votre patient, il vient à la pharmacie récupérer ses consommables, ses insulines. Tout est prêt, tout l'attend à la pharmacie. Donc là, ça se décompose en plusieurs étapes. J'ai des cours. Qui c'est qui a son micro ouvert? Donc, une journée de formation dans les locaux de Timkel, donc qui se décompose avec une matinée sur de la théorie de la diabéto et de l'insuline. Donc, mais de la théorie très pratique pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cours de fac, hein, c'est vraiment ce qu'on a tous les jours au comptoir. Donc ça, c'est la matinée. Et l'après-midi, où on manipule l'intégralité, enfin les 3 ou 4 pompes à insuline qui existent actuellement sur le marché. C'est déjà pas mal, mais de comment on met la pile jusqu'à poser le cathéter. Même si on posera jamais de cathéter, c'est les gens qui le font chez eux, mais c'est bon de savoir comment ça se passe. Et une fois que cette formation est faite, on essaye de récupérer des patients. Le gros avantage qu'on a eu à Dijon, puisqu'on a été pilote là-dessus, c'est que Timkel est allé présenter le projet au professeur Vergès, qui est chef de service d'endocrino au CHU, et que lui a absolument adhéré au projet. Il a trouvé ça très très bien. Et de ce fait, c'est beaucoup plus facile de récupérer des patients. Donc là, j'ai une patiente qui a été mise sous pompe à insuline il y a à peu près 8 mois et qui a été basculée donc sur la pharmacie. Donc ça, c'est les instaurations de traitement. Ce qui sera un peu plus dur, c'est de basculer des gens déjà sous pompe vers nous, puisqu'ils sont déjà équipés par un prestataire autre. Mais j'ai bon espoir, puisque pas plus tard qu'il y a 2 jours, au détour d'une discussion avec un patient sous pompe à insuline, il m'a dit qu'il en avait ras la casquette de sa société, que ça n'allait pas, etc. Donc je lui ai présenté le concept et il m'a dit on en reparle très bientôt. Donc voilà, et je pense que ça peut faire partie des choses qu'on peut récupérer en pharmacie, que ce soit l'apnée du sommeil. Après, il y aura l'oxygène. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut qu'on récupère en officine, d'une manière ou d'une autre, le matériel médical, et ça me paraît être une bonne idée. Merci Damien. Voilà, en conclusion sur ces sujets-là, on n'est pas des rêveurs. On est des gens pragmatiques. On vient de vous présenter des choses qui fonctionnent déjà localement dans des expérimentations très réduites. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces expérimentations elles soient déclinées et proposées à l'ensemble des pharmaciens de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va s'y atteler et je vous assure qu'on aura des résultats et tout ça au profit de la profession. Le dernier sujet que je voudrais aborder avec vous avant de rendre la parole au national, c'est la représentativité. C'est compliqué. L'ordre, on cite
Les syndicats, on situe bien. L'URPS, des fois, c'est plus flou pour vous. Et je voudrais mettre un petit focus particulier sur le rôle essentiel. Et il ne faut pas oublier qu'on est en phase d'élection. Donc, premièrement, il faut voter. Et deuxièmement, il faut voter pour ceux qui vous semblent les plus susceptibles de bien vous représenter. Donc, j'ai une petite idée sur la question. Donc, je vous invite à nous suivre très, très fortement. Mais en quoi consiste cette représentativité? Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a un niveau représentativité que je qualifie de central, c'est-à-dire, bon, on se fait d'une foultitude de réunions, alors surtout actuellement, avec l'ARS. Moi, je siège à la commission de l'organisation des soins, ceux qui, pour nous, valident, même si notre avis n'est que consultatif, la création des maisons de santé, par exemple, ou la mise en place de scanners, ou la mise en place d'IRM, etc. Des commissions de prévention, enfin, il y a pas mal de commissions auxquelles on doit être présent systématiquement. Actuellement, il y a énormément de réunions qui sont dues aux échanges entre les établissements et les libéraux pour faire un constat sur l'état sanitaire et avancer. On est présent à toutes ces réunions. Il y en a 3 à 4 par jour, régulièrement. Et quand je dis on, c'est bien que je ne suis pas le seul. Les restants de la liste et d'autres viennent nous aider pour participer. Il est indispensable que le pharmacien soit présent à toutes ces réunions. Mais c'est un premier point. Mais pour moi, l'essentiel dans notre mission, c'est ce que j'appelle la délocalisation. Vous avez bien compris à travers l'intervention de mes colistiers, on est dans une zone rurale. Bon, on a 2 villes qui sont pas très grandes, Dijon, Besançon, mais c'est de la campagne tout le reste. Et c'est de la campagne où les pharmaciens sont extrêmement présents et ils ont besoin qu'on se coordonne. Nous, l'URPS, notre mission, c'est qu'en fait, on fasse toile d'araignée sur notre région, qu'on occupe la surface, qu'on occupe les bassins de vie, qu'on soit présent partout. C'est pas le plus facile. Alors, on s'est appuyé sur, au départ, notre région est subdivisée en contrats locaux de santé. C'était il y a 3 ou 4 ans. Il y en a 35 sur l'ensemble des 8 départements. Et on a mis un pharmacien représentant dans chacun de ces contrats locaux de santé qui lie l'ARS au conseil départemental. Petit point pratique, il y a certains contrats locaux de santé, enfin certains bassins de vie, ce sont eux qui ont mis en place la vaccination en centre de vaccination. Alors évidemment qu'on n'est pas complètement lié à ces centres de vaccination, mais pour autant, vous voyez qu'ils peuvent avoir un rôle social, mais également médical. Donc on s'est appuyé sur un groupe de pharmaciens. Nous sommes 9 élus. 9 élus pour noyauter correctement 8 départements, extrêmement compliqué, impossible d'être partout. Donc, on a sollicité d'autres pharmaciens, on a fait un groupe de 35 pharmaciens, un par contrat local de santé, qui a permis que nous occupions parfaitement le territoire et que les informations remontent. C'était la première opération mise en place, mais qui nous a été utile durant toute la mandature. Ensuite, on a travaillé beaucoup, mais là je ne m'étendrai pas sur l'exercice coordonné. Souvenez-vous l'importance peut-être des équipes de soins primaires pour certains qui en ont fait, ça reste pertinent même si c'est pas suffisamment utilisé à ce jour, et des CPTS qui sont vraiment quelque chose d'indispensable. Je ne m'étendrai pas sur ce point-là. Si j'ai remarqué qu'il y a bien une profession qui est au courant de l'importance de la CPTS, c'est bien nous. Croyez-moi que pour être en relation avec les autres professions de santé, c'est beaucoup plus flou et les autres professions sont souvent moins motivées que nous. Par contre, les CPTS, on a besoin des autres. Ça ne se fait pas qu'avec des pharmaciens. Donc, il y a un travail à fournir. C'est important. C'est le deuxième niveau, mais où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je vais vous parler un petit peu plus longuement de quelque chose qui est certainement obscur pour vous pour l'instant et sur lequel vous vous posez des questions, qui est une structure qui existe dans chacune de nos régions, qui est financée à peu près intégralement par l'ARS, qui s'appelle le groupe régional d'appui au développement à la e-santé. L'acronyme, c'est le GRADE-S, groupe régional de développement à la e-santé. Chacune de nos régions a cette structure qui peut avoir pris un nom de fantaisie ou s'appeler GRADE-S, c'est le nom de base. Pourquoi je vous en parle? J'y suis très sensibilisé parce que j'en ai été élu président, mais je tiens à vous dire pourquoi et l'importance que ça a. Ce GRADE-S est composé de 13 collèges. Les collèges
je vais m'aider un petit peu de ma fiche. Chez nous, c'est les établissements, les deux CHU. Les deux CHU constituent un collège. Ce sont les établissements de santé publique, c'est-à-dire les gros hôpitaux. Ce sont les cliniques. Ce sont les établissements lucratifs, non lucratifs. Ce sont les établissements et services sociaux. Ce sont les URPS. Ce sont les structures de coopération et d'organismes agréés, ce sont les centres de santé, maisons de santé et l'ARS. Il y en a 13, je ne veux pas tous vous les citer. Vous avez compris que cette structure représente l'ensemble du soin, du social et du médico-social de chacune de ces régions. Ces structures, ce GRADES, il vient d'être nommé comme ça, mais il existe depuis des années et pour la plupart, vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourtant, il est destiné à nous servir. Et pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler? Parce que tout simplement, c'était les centres hospitaliers qui étaient les principaux bénéficiaires de cette structure-là. En Bourgogne-Franche-Comté, petite région, vous l'avez compris, le budget de 14 millions d'euros. C'est pas rien du tout. Et le fait, alors je me suis retrouvé président de cette structure-là, tout simplement parce que j'ai été aidé par l'ARS. Et ça, c'est ça qui semble important. Et pourquoi pas moi, hein, ils sont adressés à un pharmacien. Je suis le seul en France. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, tiens, les pharmaciens, ils ont envie de travailler en interpro, parce qu'il ne faut pas que cette structure-là soit uniquement destinée aux établissements. Bien sûr que les établissements sont essentiels, mais il faut qu'on réalise des liens entre la ville et l'hôpital. Et pour toutes ces raisons, eh bien, écoutez, je me suis retrouvé à la tête de cette présidence où je me demandais bien ce qui allait m'arriver et comment ça allait se passer. Et en fait, eh bien, je me suis passionné pour les sujets parce que derrière, il y a tout ce qui se développe en matière de e-santé et qui va répondre à notre problématique rurale, mais pas que, et tout ce que mes colistiers viennent de vous expliquer. Et pour rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes, ce que vous allez me dire, e-santé, nous on utilise déjà nos ordinateurs, ça nous sert à quoi? C'est encore lourd, etc. Non, il va se faire des choses. J'ai pris quelques exemples extrêmement pratiques. On a développé dans la région, mais pas que nous, hein, dans région Bordeaux également, ils l'ont fait, un outil qui est un équivalent de WhatsApp. C'est un WhatsApp sécurisé, si vous voulez, qui s'appelle Globule. J'ai vu qu'en Bretagne, ils étaient en train de le développer également. Alors, c'est quoi ça? Ça, vous utilisez tous WhatsApp avec des groupes, ben c'est la même chose en e-santé. C'est-à-dire que ça vous permet autour d'un patient complexe de créer le centre le cercle de soins, médecin, pharmacien, infirmier, kiné, orthophoniste, ce que vous voulez. Et donc de communiquer en temps hyper rapide sur des informations flash ou des interrogations courtes avec ce cercle de soins. Ça, c'est de la e-santé, clairement. Deuxième sujet, le dossier médical partagé. Ça fait 15 ans, on y a mangé 500 millions d'euros, etc. Ou plus. Je crois que cette fois-ci, ça va être un outil qui va marcher. Et pourquoi ça va marcher? Actuellement, il est activé, vous le savez bien, par uniquement, il est alimenté uniquement par les médicaments. Parce que les médicaments, c'est formaté. Vous les enregistrez dans vos informatiques, c'est transmis à l'assurance maladie. L'assurance maladie est capable d'alimenter le DMP. Mais quand il va en être de même pour les ordonnances qui vont être dématérialisées, les ordonnances, elles vont être dans le DMP. Les résultats de biologie qui sont en train effectivement de rentrer dans ce cadre informatique vont être également dans le DMP. C'est également de la e-santé et ce DMP auquel Gilles s'est énormément battu pour qu'on ait accès en tant que pharmacien, il nous sera indispensable. La télémédecine, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais vous avez compris que télémédecine, télésoins, souvenez-vous qu'on a quand même des financements pour nous équiper avec des accessoires connectés. Donc la boucle est déjà amorcée, à mon avis, et la balle est dans notre camp pour mettre en place. Messagerie sécurisée, indispensable, c'est de la e-santé aussi. On va vacciner la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine pour certains, d'autres commencer. Envoyez systématiquement par votre messagerie sécurisée l'attestation de vaccination au médecin pour qu'il voit ce que l'on fait, pour qu'il voit qu'on est actif et pour qu'on soit en conformité avec les échanges de santé concernant nos patients. Messagerie sécurisée, on doit tous être équipés, c'est de la e-santé. Je vais terminer sur un dernier point qui est un peu mon cheval de bataille actuellement et qui fait le lien avec CPTS, e-santé et autres.
J'ai participé aux réunions, bien sûr, de ma CPTS et bon, vous connaissez les 3 missions socles de la CPTS, dont un, c'est les soins non programmés. Comment vous organisez les soins non programmés? Extrêmement compliqué, dégager des plages horaires pour les médecins, le faire savoir pour les autres soignants. Eh bien, on est en train de travailler à travers cette structure IGRAD sur un agenda partagé qui va être mis à la disposition de toutes les CPTS qui le souhaiteront. Hein, s'ils ne veulent pas l'utiliser, ils peuvent ne pas l'utiliser. Mais dans 2 mois, chacune de ces CPTS aura son agenda partagé qui permettra aux médecins d'afficher clairement leur plage horaire, qui permettra éventuellement aux patients d'aller consulter. Et nous, je pense surtout à ça, nous pharmaciens et autres professions, de faire de l'adressage. C'est-à-dire qu'on a un patient, là, on ne sait pas où l'envoyer, il a besoin d'un kiné, il a besoin rapidement, il a besoin d'un orthophoniste. Et bien, on sera au courant de ces disponibilités de tous les autres professionnels de santé grâce à cet agenda partagé. Et je pense que l'intérêt de ce grade, il est là. Et actuellement, on travaille aussi beaucoup avec les hôpitaux pour créer ces liens ville-hôpital qui font extraordinairement défaut actuellement. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que je savais qu'en ville, on était vraiment à la peine pour ces informations, mais en fait, je me suis aperçu que les hôpitaux sont également à la peine et qu'eux aussi sont pauvres en informations sur leurs patients hospitalisés, qu'ils ont besoin des informations que l'on possède. Et je pense que c'est par rapport à des structures comme le grade et la bonne volonté de tout le monde qu'on arrivera à créer ce lien indispensable ville-hôpital. Donc c'est quelque chose d'important. Le message qui a été envoyé dans notre région de mettre en responsabilité la ville sur le fonctionnement du grade est un message qui me semble extrêmement fort et que l'on va relever ici. Mais je vous incite vraiment dans vos diverses régions à vous intéresser à ce sujet-là. En général, les grades sont plutôt présidés par des gens qui viennent de la FHF ou FHP, enfin plutôt des établissements. Mais il n'empêche qu'on doit tous siéger, on a tous nos places, les structures, les collèges dont je vous ai parlé, les URPS y siègent. Donc, vous devez absolument être présent et faire valoir la voix des libéraux. Voilà, moi j'en ai terminé avec notre région. J'aimerais avoir, avant de rendre la parole à nos représentants nationaux, j'aimerais avoir le témoignage de Sébastien Lagoutte qui représente l'USPO en Saône-et-Loire et qui nous suit depuis le début sur cette campagne et qui nous soutient et qui a forcément des choses à dire, je n'en doute pas. Sébastien. Bonjour à tous, oui merci. Moi je suis coprésident avec Alice Godefroy de la Chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire. Dans la région, on a la chance d'avoir une très très belle liste qui est présentée par Pascal ici, qui est présente sur tous les territoires de Bourgogne-Franche-Comté, qui est présente partout. On a la chance aussi, je pense, d'avoir 2 équipes, d'avoir une équipe à la fois purement syndicale entre Pierre-Olivier, entre Annelise et moi, entre Nicolas d'un autre côté, et puis une équipe 100% URPS avec Pascal et toute son équipe. Et je pense que c'est très bien parce que ça nous permet d'élargir au maximum les missions qu'on peut faire. Ça permet de ne pas être noyé sous le travail que l'on peut avoir. Et je pense que c'est une très bonne chose. On marche bien évidemment tous ensemble, mais on a chacun notre rôle, on a chacun nos chevaux de bataille et c'est parfait. Ensuite, là maintenant, on va, je pense, repasser plus sur du national. On va repasser la parole à Gilles et Pierre-Olivier qui vont nous parler. On a beaucoup de questions sur la vaccination, comme vous vous en doutez. On a beaucoup de questions sur tout ça. Et puis, je pense aussi qu'il serait intéressant, c'est d'aborder un petit peu d'économie. Allez, Gilles, je te passe la parole. Écoutez, d'abord, merci et je vous dis bravo parce que moi, quand je vois toute votre équipe bien répartie sur l'ensemble du territoire, ça c'est extrêmement important d'avoir équilibré sur l'ensemble de la région, d'avoir voilà, moi j'ai la chance de vous connaître, d'avoir déjà échangé avec vous. Et je sais que vous porterez les valeurs de l'USPO, le métier chevillé au corps, et que vous avez envie de faire bénéficier de toutes ces avancées à tous les pharmaciens de Bourgogne et Franche-Comté. Donc moi je sais que on peut vous faire confiance et que les pharmaciens qui vont avoir un choix peuvent vous soutenir parce que ils auront du résultat dans votre région. Et on l'a vu à travers l'ancienne mandature et les projets que vous avez. Voilà, ça parle aux pharmaciens. Et puis la confiance, hein, parce que ce qu'a dit Pascal, c'est important. Quand vous êtes un libéral, vous êtes pharmacien
au milieu des autres URPS, l'ARS vous demande sur un sujet aussi stratégique que tout ce qui est la e-santé, d'en donner la responsabilité au président du URPS pharmacien, ça montre qu'il y a de la confiance, ça montre qu'il y a du travail, ça montre qu'il y a de l'investissement. Ça, c'est un signe extrêmement positif pour tous les pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté qui vont pouvoir bénéficier de tout ce travail que va pouvoir faire Pascal à ce poste de responsabilité, en plus de l'animation de toute son équipe à l'URPS pharmacien. Donc voilà, grande confiance, et moi je suis vraiment enchanté de voir comment vous avez dynamisé cette équipe, et merci de l'investissement que vous allez prendre pendant ces 5 prochaines années si les pharmaciens vous font confiance, ce que j'espère bien évidemment. Le vote, c'est pas compliqué parce qu'elle l'a rappelé, c'est du 31 au 7. Bon, c'est dans 10 jours, hein, 31 mars au 7 avril, méfiez-vous, il y a le lundi de Pâques au milieu. Donc le vote, pour la première fois, c'est un vote électronique. Donc vous avez reçu une enveloppe, un courrier où il y a marqué élection, donc ne la jetez pas. Là, quand vous allez l'ouvrir à partir du 31, eh bien, vous avez un identifiant, vous avez votre numéro ordinal qu'il faut avoir et que vous allez taper sans la lettre A, les chiffres qu'il faut taper. Vous allez recevoir votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un SMS vous autorisant à voter, puis voilà, vous votez et l'affaire est terminée. Votez USPO, bien évidemment, on a besoin de votre soutien. Si vous n'avez pas reçu votre matériel de vote, si vous l'avez perdu, il y a la possibilité de rattraper le coup en contactant par mail ou par téléphone la Commission nationale de vote électronique qui va vous renvoyer la même procédure en ayant grillé la première pour ne pas qu'il y ait un double vote, et vous allez pouvoir rattraper le coup. Mais vous avez vu, hein, c'est une semaine, donc c'est 7 jours. Donc déjà, si vous n'avez pas reçu de matériel de vote, commencez à vous inquiéter. Et si vous l'avez perdu, eh bien, il va falloir les rappeler. En tout cas, merci de participer. C'est important de participer à cette élection, et c'est la représentativité pour 5 ans, à la fois au niveau national, au niveau régional, au niveau des commissions paritaires régionales et paritaires locales. On vous donne la parole, on vous donne la possibilité de vous exprimer. C'est un vote à bulletin secret. Profitez-en. Ça s'appelle la démocratie, tout simplement. On a des questions sur ce qui a été présenté par rapport à Timkel, les pompes à insuline, comment effectuer la formation, de même pour l'apnée du sommeil. Alors, si je peux répondre. Alors déjà, Timkel, c'est une structure auquel l'USPO est associé. Pas sur le plan financier. Il n'y a aucun intérêt financier, aucun lien financier. Mais dans la construction du concept, c'est avec l'USPO et avec un syndicat d'infirmiers pour que ce prestataire soit un prestataire au service des pharmaciens. Alors, Timkel a plusieurs rôles. Le premier, bien sûr, c'est de former les professionnels de santé, donc pharmaciens et infirmiers, puissent répondre aux services, comme l'a expliqué Damien. Ensuite, c'est également la mise à disposition de la plateforme pour assurer à la fois le 24 heures sur 24 et assurer le service permettant eh bien de sécuriser. Quand on est sur la pompe à insuline, il faut 24 heures sur 24. Quand on est sur les appareils de pression positive continue, on est sur 24 heures sur 24, donc une maintenance. C'est pas le pharmacien qui va être sollicité. Ça va être cette plateforme. Ça va être également la mise à disposition du matériel qui est extrêmement sophistiqué. Puis, c'est ouvert à tous les types de matériel. Donc, pour l'instant, on est sur pompe à insuline et appareil à pression positive continue. Parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand on est sur la sortie hospitalière, le lien avec l'hôpital, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est d'être choisi par le patient s'il a décidé de nous faire confiance et de ne pas être exclu par principe, comme c'est le cas aujourd'hui, mais d'aller sur les nouvelles technologies. Vous avez un diabétique qui est instable, il va être mis sous pompe avec un pancréas artificiel, voilà, avec un lien entre le capteur et bien vous êtes en capacité de l'accompagner sans aucun problème si vous avez fait des formations.
ça étant rémunéré et permet d'avoir une prise en charge globale du patient et des facteurs de croissance. Donc, tout le travail de l'USPO, vous voyez, c'est déjà d'anticiper sur les coups d'après, d'aller vite, puisque voilà, quand on dit qu'on veut reconquérir le maintien à domicile, ce ne sont pas des promesses de campagne, c'est déjà de l'anticipation. Et l'expérience de Damien et de ce qui se fait à Dijon montre que l'hôpital, quand il sait qu'il peut compter sur un autre professionnel de santé qui est le pharmacien, en collaboration avec le médecin et l'infirmier, eh bien, il se sent certainement plus sûr que parfois avec des prestataires qui ont plutôt une démarche commerciale et qui n'ont pas de statut de professionnel de santé. Et ça, c'est l'USPO qui a beaucoup contribué à ce qu'ils ne deviennent pas des professionnels de santé parce qu'ils le revendiquaient. Et dans les CPTS, hein, eh bien, ils ne sont pas présents puisque ce ne sont pas des professionnels de santé et on peut organiser le lien ville-hôpital avec des prestataires qui sont au service des professionnels de santé et pas au service des patients en direct. Voilà, c'est ça le combat qu'on est en train de mener. Alors, j'ai mon micro. Dans l'expérimentation proche de Besançon, en fait, la formation, c'est tout simple. En fait, si l'équipe, elle fait partie l'équipe officinale, elle est formée par une infirmière qui vient montrer comment fonctionne l'appareil, comment le positionner. Comme ça, c'est tout simple, comme une formation pour un tire-lait, un aérosol ou tout ce qu'on connaît. Après, on est formé pour le présenter au patient et qu'il fasse tout seul à la maison pour dormir chez lui aussi. Faire l'examen chez lui, c'est vraiment, voilà, c'est simple en fait. Hein. C'est juste qu'on se fait tout prendre par les autres, quoi. Après, une fois que c'est organisé, ça roule. C'est vrai. Damien, tu voulais dire quelque chose, Damien? Non, mais sur Timkel, oui, de toute façon, ils ont commencé sur la Bourgogne-Franche-Comté, ils veulent se développer ailleurs. J'ai vu des questions défiler sur comment les contacter. Je pense que ça peut se contacter. J'ai vérifié, ils ont un site internet. Alors, Timkel, c'est Timkl, timkel.fr, et il y a des coordonnées nous contacter. Et je pense que ils seront partants de toute façon. Ils ont dans l'optique de se développer partout. C'est pas parce qu'on a servi de région pilote qu'ils vont rester ici. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les poser via le mail du syndicat et on y répondra. Hein.